Bien, donc désormais la configuration doit être opérationnelle, dans le sens où si vous avez correctement configuré votre serveur DNS, comme ce serveur était déjà prêt à accueillir la zone Pluton.local, ben, elle doit se transférer automatiquement. Et le serveur DNS vert ici, donc qui gère la zone Neptune, si vous l'avez laissé en marche, et ben lui il essaye depuis tout à l'heure de transférer sa zone vers ce serveur là, c'est-à-dire en fait depuis le moment où vous l'avez mis en place. Donc dans cette présentation vidéo, on va vérifier que ce serveur ici a bien été configuré ensemble. Moi je vous ai dans une présentation précédente suggéré de reproduire la configuration ici pour la zone Pluton en se basant sur les travaux qui avaient été faits pour celle-ci. Et on va vérifier que ça a été fait, que ça a été fait correctement, on va vérifier qu'il démarre bien. Et si c'est le cas, il n'y aura rien d'autre à faire, si ce n'est de constater que le transfert de zone fonctionne. Et à ce moment-là, on pourra commencer à mettre en place des postes clients pour faire des tests, pour vérifier que tout ça a du sens et que ça marche correctement. Alors donc, je vais aller sur le serveur rouge en ayant par comparaison ici le serveur vert qui va me permettre donc de vérifier ma config en la comparant éventuellement. Donc sur le serveur rouge, dans le dossier etc bind, j'ai donc mis en place une config qui va déclarer la zone Pluton en tant que zone maître, en indiquant le fichier dans lequel je stocke ma zone, en déclenchant la notification automatique vers le serveur 172.30.0.250, qui est donc le serveur vert, et en autorisant le transfert vers ce même serveur, et seulement vers celui-ci. Et puis par ailleurs, j'indique que je suis serveur secondaire, c'est-à-dire en mode esclave, pour une zone dont le nom est Neptune.local, que nous connaissons déjà. Je vais construire un fichier dans var-cache-bind que je vais appeler Neptune.zone, et qui sera en fait le résultat du transfert des infos que je vais trouver sur le serveur maître, master, dont voici l'adresse. Donc ici j'ai mis qu'une seule adresse, puisque j'ai qu'un seul serveur, j'ai donc désigné ce serveur-là comme étant le maître par rapport à lui. Donc lui, il va aller récupérer ces données depuis le serveur master ici. Et donc, j'enregistre ça. Et maintenant, ce que je vais vous montrer avant de quitter cette page, c'est donc ce fichier ici de zone que j'ai créé. D'accord, comme tout à l'heure. Donc, j'enregistre ce fichier. Je vais dans mon dossier var-cache-bind. Je vais vous montrer le fichier de zone Pluton que j'ai créé, dans lequel en fait j'ai mis des instructions qui sont propres à Pluton. Alors il n'y a pas grand chose à dire par rapport à l'autre, c'est à peu près la même chose que j'ai fait ultra simple, mais bien évidemment les adresses sont celles de Pluton et du réseau Pluton. Alors j'ai rajouté un enregistrement que j'ai appelé test, qui est bidon en fait, parce qu'il n'y a pas de machine qui a cette adresse pour l'instant, et qui va me permettre de vérifier qu'il est capable de résoudre. C'est-à-dire si je fais ping test.pluton.local, il doit essayer de pinguer l'adresse 172.20.0.1. Donc je quitte, et je suis prêt à redémarrer mon service DNS bind. Donc comment je vais faire mes tests? Bon, déjà je vais démarrer bind pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et je vais tout de suite aller voir le journal du service avec l'option -xe, pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Et bon, il n'y a pas de rouge. Je vois que les zones, si je regarde la 5e ligne et la 4e en partant du bas, les zones Neptune et Pluton sont chargées. Alors si je vois une zone Pluton, c'est normal,
c'est une zone locale que j'ai créée, mais si je vois une zone Neptune, ça veut donc dire que cette zone aurait été déjà récupérée sur l'autre serveur. Parce que moi je suis sur le serveur, je suis sur ce serveur là, et je vois une zone Neptune. La zone Neptune, elle peut venir que par là. Donc ça voudrait dire que j'ai déjà récupéré une zone Neptune ici. Donc le transfert, par déduction, a l'air de fonctionner. On voit aussi en dernière ligne que la zone Pluton envoie des notifications et elle précise le numéro de série, serial 5. Serial 5, ça veut dire que j'ai un numéro de série numéro 5 qui est indiqué pour Pluton. Alors, regardez, on va faire une petite expérience toute simple. On va modifier le fichier Pluton et je vais changer le numéro de série qui est effectivement à 5. Je vais le mettre à 9 par exemple. Alors, il suffit d'augmenter. J'aurais pu le mettre à 6, c'était logique. Mais il suffit de l'augmenter par des incréments, pas par des décrémentations. Et à ce moment-là, ça fait une évolution. Donc je vais enregistrer, je vais redémarrer mon fichier, enfin mon service, et je vais tout de suite regarder le journal. Et regardez en bas la dernière ligne, il a transféré la version 9. Alors maintenant, je vais aller sur l'autre serveur, donc c'est-à-dire, je vais aller, un peu du mal à m'y faire, sur ce serveur là pour voir si le fichier pluton.zone a été créé. Donc ce serveur vert, le voici. Ici je suis sur mon serveur DNS vert. Je vais regarder si j'ai un fichier qui s'appelle pluton.zone, et comme vous pouvez constater, il est tout au bout, pluton.zone. Maintenant, si je regarde le journal de cette machine, je suis pas obligé de mettre ça, c'est plus simple. Je devrais voir que Pluton a été transféré avec succès. Avant dernière ligne, si vous regardez bien, à gauche il y a marqué transfert de Pluton.local depuis la machine 172.20.02.150, et en bout de ligne, là je vais ramener un petit peu sur la gauche, transfert status success. Et en bas, il nous donne des précisions que le transfert a été achevé, un message 6 enregistrements 199 octets. Donc c'est bien la preuve que le transfert se fait. Quant à la zone Neptune, la zone Neptune, si je la mets à jour ici sur ce serveur qui gère la zone Neptune, donc petit, je devrais voir, on va quitter, donc si je mets à jour la zone Neptune, pour ça, il suffit d'ouvrir le fichier Neptune. Neptune.zone. Alors regardez bien. Il a un numéro de série qui est actuellement à 0,3. Mais regardez bien. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur l'autre serveur. Pas facile de concilier les deux, mais pour lancer le journal, mais avec l'option, vous voyez ce que je tape en bas là, l'option "-F", F comme follow, qui permet de suivre l'activité en continu. Donc, il devrait, à l'endroit où j'ai mon curseur qui clignote, c'est-à-dire dans le coin inférieur gauche, il devrait avoir une journalisation qui va évoluer. Donc, je vais faire monter le numéro de série. Je vais mettre par exemple à 5. Je vais enregistrer mon fichier et pour ne pas attendre que ça se fasse tout seul, je vais redémarrer. Et là, vous allez surveiller la fenêtre de gauche, là où il y a le petit curseur qui clignote. Voilà, vous voyez qu'il y a tout un bloc de données là qui s'est affiché. Tout un bloc qui s'est affiché. Et si on regarde tout en bas, les 3 dernières lignes nous intéressent. La zone Neptune a été transférée. Et si vous cherchez dans le descriptif, vous devriez voir. Pas facile à voir dans cette fenêtre comme ça, donc je vais l'arrêter, je vais mettre l'option "-xe", ce sera plus facile. On peut se promener et lire précisément le journal ici. Donc on voit le numéro de série, numéro
5 qui est bien celui que nous avons indiqué dans ce serveur là. Si on regarde tout en haut, serial 005, et bien si on regarde en bas ici, je vais me déplacer vers la droite, on voit bien le transfert effectué, et si je vais à gauche, en me promenant, vous voyez à peu près au milieu de l'écran, le transfert série 5. Donc le transfert est bien bidirectionnel, c'est-à-dire ici, j'ai bien un transfert entre là vers là, et ce que je viens de voir, c'est lui là, qui vient de transférer la version 5 de son fichier ici. Voilà, donc le transfert est bien bidirectionnel, les deux serveurs sont opérationnels. Prochaine étape, donc que nous allons réaliser maintenant, c'est les tests depuis des postes clients. Donc j'ai deux postes clients. J'en ai un que j'avais calé sur le réseau rouge. Je lui ai donné une IP en 172.20.01 par exemple. Je lui ai donné cette passerelle 172.20.0254 et je lui ai donné ce DNS 172.20.0250. Au client vert, je vais faire pareil en donnant les bons attributs. Et on va voir si les postes clients peuvent interroger, mais vous allez voir la petite astuce que nous allons utiliser sur les postes clients pour assurer la haute disponibilité de service. Donc on va retirer ces fenêtres de l'écran, on va s'intéresser au poste client maintenant. Donc j'ai deux postes clients qui étaient donc, alors ils sont pas démarrés encore, hein. Donc je vais démarrer mes postes clients, le vert et le rouge. Le temps qu'ils arrivent, donc côté vert ici. Donc je suis en train de démarrer ce client là, je vais lui donner comme adresse DNS primaire ce serveur là et comme routeur celui-là. Mais la petite astuce que je vais utiliser, c'est que je vais lui donner comme adresse DNS secondaire cette adresse-là, c'est-à-dire 172.20.0250. Donc ce client-là, il aura en DNS primaire 172.30.0250 et comme serveur secondaire 172.20.0250. Et pour ce client-là, je vais faire l'inverse. Je vais lui donner en primaire 172.20.0250 et en secondaire 172.30.0250. Et on va voir ce qui va se passer. Donc, je démarre mes clients. Hop, celui-ci. Pas se tromper. Alors, comme c'est pas mal de faire ça, je vais mettre la couleur rouge ici, puisque c'est le rouge, et lui je vais lui mettre la couleur verte. Ça fera un moyen de reconnaissance facile. Donc le rouge, c'est celui-là. Il est en 172.20. Donc lui, on va le mettre en 172.20. On va mettre en 0.1 par exemple. Passerelle 172.20.0254 et passerelle, pardon. Commençons par le début. 172.20.0254. DNS 172.20.0250. Mais DNS auxiliaire, c'est-à-dire le deuxième, 172.20.172.30.0250. Donc il interroge d'abord son serveur DNS de proximité qui se trouve sur le réseau rouge, mais s'il n'arrive pas à obtenir de réponse, il passera sur le deuxième. On fait OK, OK, on attend un petit peu, vérifions que ce serveur est bien sur le réseau rouge, cette machine, pardon, ça n'est pas un serveur, est bien sur le réseau rouge, ce qui est le cas, et faisons pareil sur l'autre, le vert. Donc je vérifie
son adresse IP, il doit être en 172.30.0.1 par exemple. Masque c'est bon, adresse de passerelle. Donc 172. Alors j'arrive pas à rentrer 0,254 et DNS 250 et DNS secondaire 172.20.0.250. Alors pour bien comprendre, je vais vous montrer les deux configs, rouge à gauche, vert à droite. On voit que ici, je vais peut-être les rapprocher un peu pour bien les comparer. Donc rouge, je suis en 20, mon serveur par défaut c'est le 20. Vert, je suis en 30, mon serveur par défaut c'est le 30. Ma passerelle elle est en 30 parce que je suis en 30. Ici pour le 20, ma passerelle elle est en 20. Quant à mon DNS auxiliaire, si mon DNS primaire est le 20, mon auxiliaire est le 30, c'est le cas ici. Et pour le poste vert, le deuxième serveur, l'auxiliaire, c'est le serveur vert qui est en 172.20.0.250. Bon, prenez le temps, là encore, de bien analyser le schéma, mais je vais vous le résumer ici. Lui, son serveur par défaut, c'est-à-dire celui qu'on appelle le préféré, c'est forcément lui, ce qui est juste à côté, il est sur le même réseau local, mais il peut aussi utiliser par le biais de ce circuit, ce serveur-là, il devient un serveur auxiliaire. Donc 172.20.0.250, c'est son serveur auxiliaire. Quant à lui, son serveur auxiliaire, c'est l'autre. C'est ce qui donc est visible ici. Et on va voir si ça marche. Donc on fait OK, on valide tout ça, on fait OK. On va contrôler avec des simples pings que nos postes clients arrivent déjà à pinguer. Par exemple, alors lui, ce poste-là, il doit par exemple pouvoir, alors déjà peut-être avant d'ailleurs, n'allons pas trop vite, vérifions que l'adresse a bien été prise en compte. On peut même rajouter le paramètre all pour vérifier si le serveur DNS est bien le 172.20.0.250 et le deuxième 172.30.0.250. Regardez en bas, 172.20.0.250, le deuxième 172.30.0.250. On va faire ce test ici. ipconfig, là c'est bon, ipconfig /all. Regardons en bas, ça paraît correct. Du coup, lui, on va lui demander de pinguer le serveur de l'autre, par exemple. Donc son serveur, à lui, c'est le 20.0.250, donc l'autre, et celui-ci. On voit que ça marche, donc ça prouve juste une chose, le réseau fonctionne toujours. Quant à l'autre, 12.20.0.250, j'ai oublié de... Ah oui, un problème avec cette machine. 12.20.0.250, et ça fonctionne. Parfait. Donc maintenant, regardez. Retour au schéma. Le client vert, ici. Je vais rester là-dessus un moment. Il peut pinguer Neptune.local, et il doit aussi pouvoir pinguer Pluton.local, puisqu'il a accès aux deux serveurs. Mais, donc, je vais arrêter le routeur rouge. Alors, pour pas perdre de temps, je vais pas l'arrêter, mais je vais débrancher son câble réseau. Donc c'est très facile à faire dans VirtualBox. Il suffit ici de débrancher. Alors je me suis trompé, c'est pas le routeur que je voudrais débrancher, c'est le serveur rouge. Donc le serveur rouge, voilà, qui est ici. Je vais débrancher son câble réseau. Alors pour vous prouver que je débranche, même si pas forcément utile, je vais envoyer un ping avec l'option "-t" qui envoie un ping avec un timeout infini. Et dès que je vais l'avoir débranché, le ping va s'arrêter, comme on va pouvoir le constater normalement. Voilà, maintenant.
Le ping va passer en erreur, en délai d'attente dépassé. Ce qui est normal puisque je l'ai débranché. Je vais le laisser débrancher volontairement. D'accord ? Donc, ça veut dire que j'ai débranché le câble réseau ici, comme si ce câble était coupé. Donc ça veut dire que la zone Pluton.local ne peut plus communiquer, le transfert ne peut plus se faire. Mais on sait qu'il a déjà été fait une fois, et qu'il est à jour, puisqu'aucune modification n'a eu lieu. Donc le transfert de la zone fait que normalement la zone Pluton est donc ici, en cohabitation avec la zone Neptune. On va donc vérifier ça. Je vais demander à mon poste client Windows, donc qui est sur le côté vert, d'envoyer un ping de serveur.pluton.local. Et je constate que le ping ne répond pas, mais la résolution s'est faite. Alors pourquoi le ping ne répond pas ? Rappelons ce qui se passe, le serveur est débranché. Comme il s'agit précisément de l'adresse du serveur, il ne peut donc pas répondre vu que son câble est débranché. Mais on voit que j'ai trouvé son nom. Donc si j'ai trouvé son nom et son adresse, plus exactement son adresse, puisque j'avais donné le nom, ça veut dire que la résolution DNS va se faire. Maintenant, pour pousser l'expérience, je vais pinguer un autre enregistrement, rappelez-vous, qu'on avait créé, qui s'appelait routeur chez Pluton, qui devrait donc envoyer un ping au routeur dont l'adresse devrait être 172.20.254. Mais lui, par contre, il devrait répondre, vu que lui, je ne l'ai pas coupé. Ça fonctionne. Ça fonctionne parfaitement alors que le serveur DNS des rouges est arrêté. Alors, en tout cas, le câble ici est débranché. Donc, j'ai fait un ping de routeur.pluton.local et ça me répond. Pourtant, j'ai pas fait un ping de son adresse, j'ai fait un ping de routeur.pluton.local et ça me répond. Ça veut donc dire que j'ai bien interrogé mon DNS, qu'il a donc bien trouvé l'information dans sa zone secondaire Pluton.local. Grâce à cette information, il m'a redirigé ici. Et ça répond donc. Donc maintenant, je vais aller sur ce client et je vais essayer de faire un ping de Pluton.local. Or, je rappelle que ce serveur est arrêté, et puis je ferai aussi un ping de Neptune.local. Donc, on va aller sur le client rouge ici. On va faire un ping de routeur.pluton.local. Et là aussi, ça devrait marcher. Mais on voit que ça a été un petit peu plus long. Remarquez que ça marche. Alors pourquoi ça a été plus long ? Parce que il a cherché à interroger ce serveur-là. Comme il n'a eu aucune réponse, il a basculé sur le deuxième. Donc il est venu interroger le serveur vert. C'est pour ça qu'il y a eu un petit moment d'hésitation. Regardez bien, je vais le refaire. Mais si je le refais, alors regardez bien, écoutez bien cette précision. Si je le refais tout de suite, l'hésitation, elle n'aura pas lieu parce que il a déjà en mémoire cette résolution. Donc il fouille plus sur le réseau, il fouille dans sa mémoire pour trouver cette correspondance ici. Mais je vais effacer sa mémoire. Je vais faire ça avec cette commande qui permet d'effacer, vider en fait le cache DNS. Vous allez voir, il y a un petit message qui va me confirmer que le cache DNS a été vidé. Maintenant regardez bien, je vais faire un ping de routeur.pluton et regardez le petit moment d'hésitation qu'on peut percevoir au moment où, juste après que j'appuie sur la touche entrée. J'appuie sur la touche entrée à 3. 1, 2, 3. On voit une petite hésitation. C'est à peine perceptible, hein. Il faut vraiment être hyper vigilant pour la voir. Alors que si le serveur était allumé, ça serait un tout petit peu plus rapide. La première fois, puisque la deuxième fois, il n'y a plus du tout d'hésitation, vu qu'il l'a en mémoire, comme je vous le disais à l'instant. Donc, on vient de faire la démonstration que ici, lorsque j'essaye de pinguer une information qui est contenue dans ce serveur, je lui ai demandé de me renseigner sur
routeur.pluton.local. Il n'a pas pu obtenir de réponse vu que ce câble est débranché. Il est donc revenu par le biais de routeur ici, en deuxième choix. Il a obtenu l'information et il a réussi à pinguer le routeur. Ce petit temps d'hésitation, c'est le temps qu'il a fallu pour aller jusque-là et revenir. Qui est à peine perceptible parce que la distance est très courte. Mais pas négligeable. Voilà, donc à ce stade des opérations, on peut en conclure que nos serveurs sont en synchronisation absolue, que même si un serveur DNS est en panne, le système continue à fonctionner. Pour être certain qu'on n'est pas passé à côté, je vais remettre en marche le serveur. Alors rappelez-vous, j'avais arrêté ce serveur qui ne répond plus au ping, je vais le remettre en marche, c'est-à-dire que je vais rebrancher son câble réseau. Donc ici, vous allez voir, et ici vous allez surveiller, ça va pinguer dans quelques secondes après. Voilà, ça devrait plus être très long, il va reprendre le ping, voilà. Mais ça ne change rien au niveau des fonctionnalités. Si par exemple ici je fais un ping routeur.pluton.local, ça marche. Je peux faire un ping serveur.pluton.local, ça va marcher puisque le serveur étant branché au réseau, il va répondre. Je vais donc maintenant arrêter ce serveur là. Alors avant de le faire, je vais faire un ping de serveur.neptune.local. Ça fonctionne quasi instantanément. Mais je vais faire un ping -t. Alors, je peux mettre le -t à la fin d'ailleurs. Donc ça fonctionne, je vais laisser courir et je vais débrancher le câble réseau. Vous allez voir ce qui va se passer. Forcément, j'arrête le serveur, on est en train de le pinguer, le ping va s'arrêter. Non, je me suis trompé, j'ai arrêté le client. Pardon. C'est le serveur vert que je dois arrêter. Serveur vert. C'est lui donc. Alors on s'y perd un peu, hein. Il y a beaucoup de fenêtres, c'est pour ça qu'en début de manip, je vous avais dit faites attention de bien vous organiser. Donc je recommence. Je le ping, je débranche le câble réseau, je le ping toujours. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors, comment se fait-il que je le ping toujours? Oui, je fais n'importe quoi. Pardon. Je suis en train de pinguer lui-même. C'est Neptune.local. Donc, on voit qu'il le résout, il donne l'adresse, alors que moi, je n'ai pas donné l'adresse, j'ai donné le nom, mais il ne peut plus le joindre, puisque je l'ai arrêté. Mais il le résout. Donc, grâce à cette résolution, qui va puiser dans son serveur de secours, il doit pouvoir pinguer le routeur qui lui n'est pas débranché. Et en fait, ça doit fonctionner. Vous avez vu le petit temps d'hésitation. Je vais le refaire, il n'y a plus d'hésitation. Voilà. Donc on a fait le test d'un côté, on a fait le test de l'autre. On voit que les serveurs sont en redondance. On voit qu'on peut en arrêter un, ça continue à fonctionner. On est donc en haute disponibilité de service DNS. Et donc l'objectif qui était de vérifier que le transfert de zone et la haute disponibilité fonctionnent au travers d'un réseau routé avec des simples routeurs Linux fonctionne. C'est-à-dire que toute notre chaîne ici fait correctement passer les infos entre nos deux serveurs. Bon, il resterait pas mal de choses à dire, à faire dans ce petit laboratoire, mais dans cette présentation, pour l'instant, on va s'arrêter là. Notamment, ce qui serait intéressant de vérifier, c'est que ce poste client-là puisse, par exemple, accéder à Internet. Alors, pour ça, je vais indiquer ce qu'il faut mettre en place, mais ça passe plus par enfin, ça passe par les serveurs DNS, puisque
pour qu'il puisse accéder à Internet, il faut qu'il accède à un DNS présent ici, qui gère Internet. Alors par exemple, on peut citer le fameux serveur DNS de Google, dont l'adresse est 8.8.8.8. Il faudrait que ce poste client soit capable de diriger ses requêtes vers ce serveur. Sauf que si j'examine le poste client, il n'y a pas la place pour faire ça. Il n'y a pas la place, pourquoi ? Parce que j'ai déjà rempli les deux possibilités et j'ai mis les valeurs des deux serveurs pour assurer la haute disponibilité. Donc c'est pas possible. Donc comment je vais faire ? En fait, je vais demander à mes deux serveurs de faire ce boulot eux-mêmes. Et il faut que je le fasse sur les deux pour assurer la haute disponibilité. Donc je vais aller sur mes deux serveurs, le vert et le rouge. Donc le vert ici, le rouge. Et je vais me mettre en grand. Là, je suis sur le serveur rouge. Il faut faire pareil sur le vert, ne l'oubliez pas. Je vais dans le dossier etc bind. Dans ce dossier où nous avons trouvé tout à l'heure des configurations pour name.conf.local par exemple, vous voyez qu'il y a un fichier qui s'appelle name.conf.option. On va l'ouvrir. Et dans ce fichier, il y a un certain nombre de choses. Alors, tout est en commentaire, comme vous pouvez voir, avec les doubles slash qui sont ici. On va enlever les doubles slash sur cette séquence. Et on va indiquer ici un serveur capable de prendre en charge nos requêtes. Comme lui, par exemple. On pourrait même en indiquer un deuxième en secours et un troisième et un quatrième. Par exemple, celui qui pourrait être pas mal, c'est celui-là. Alors ça sert à quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si mon serveur rouge, lui donc, si mon serveur rouge n'est pas capable de résoudre des requêtes, il redirigera les fameuses requêtes auprès de ce serveur-là, et si ça ne marchait pas, auprès de celui-ci. Il ferait suivre, ça veut dire faire suivre, auprès de celui-là, et sinon auprès de celui-là. Pourquoi ça ne marcherait pas? Simplement, s'il n'est pas autoritaire pour l'une des zones, ça veut dire s'il n'est pas le SOA, ou s'il n'a pas une réplication de la zone. Si vous prenez notre exercice, ce serveur-là, par exemple, lui, il est autoritaire pour Pluton et il a une réplication de Neptune. Donc il connaît Pluton, il connaît Neptune. Mais demandez-lui d'aller traiter Google ou laposte.net ou Microsoft.com. Il ne connaît pas parce qu'il n'est ni autoritaire et il ne possède aucune réplication. Dans ce cas-là, il renverrait vers l'adresse 8.8.8.8 ou bien 8.8.4.4. Donc ça ferait une redirection au travers de ce routeur. Ça viendrait ici, ça viendrait là. Et ça atteindrait 8.8.8.8. Ça poserait la question ici. Donc il faut que je fasse ça ici aussi, sur le serveur vert, exactement pareil, pour assurer la haute dispo. Parce que si ce serveur est en panne, il faut bien que les clients interrogent celui-là, et en interrogeant celui-là, s'ils veulent aller par exemple sur laposte.net ou google.fr ou gmail.com ou quelque chose d'extérieur, ils vont passer par le forwarder de ce serveur. Donc je vais aller dans mon serveur vert, faire la même chose. Donc exactement la même chose, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Vous voyez, on retrouve la même chose. Hein. .8.8.8.8 et puis on avait dit qu'on mettait 8.4.4 8.8.4.4 n'oublions pas de décommenter ça, sinon le bloc va être en erreur. On enregistre et évidemment comme on a fait une modif, on va redémarrer nos services concernés. Et ne pas
pas oublié de le faire sur l'autre machine aussi. Service bind 9 restart. À ce moment-là, un post client, peu importe que le serveur soit allumé ou pas, si du moment qu'il reste un serveur, il veut pinguer par exemple google.fr, il obtient la résolution du nom, je vais arrêter mon ping, par une adresse qu'il n'a pas inventée, hein. Cette adresse n'est pas tombée du ciel, elle a été résolue par qui? Pas par le serveur rouge, pas par le serveur vert, ils ne connaissent pas cette info, donc ça a suivi le chemin internet, c'est passé par 8.8.8.8 grâce aux forwarders que nous venons d'indiquer. Donc c'est magique. Ces clients-là peuvent accéder à Internet alors qu'ils n'ont pas connaissance des serveurs DNS d'Internet. Ils renvoient tout ici. Si ça ne marche pas, ils renvoient tout là. Et ces deux serveurs sont en haute disponibilité, synchronisés, et tous les deux pointent vers Internet pour toutes les questions auxquelles ils ne sont pas en mesure de répondre. Voilà, je pense qu'à ce stade des opérations, vous avez réalisé une configuration type d'entreprise multisite. Là, il y a 2 sites, Pluton et Neptune, qui fonctionnent comme une réalité d'entreprise, c'est-à-dire que vous avez réellement une solution assez classique, simple, mais néanmoins fonctionnelle, et qui est totalement aujourd'hui autonome, c'est-à-dire que maintenant, si vous cassez rien, bien sûr, ça continuera à fonctionner. Si on ne modifie rien, tout fonctionnera correctement. Voilà, donc dans les améliorations immédiates qui me viennent à l'esprit, que l'on pourrait faire, mais que nous ne ferons pas dans ce cadre de cette démonstration parce qu'on est hors sujet. Nous, on voulait traiter une synchronisation de zone DNS au travers d'un réseau routé, c'est fait, c'est terminé. Mais dans les améliorations, ça serait de mettre en place ici, par exemple, ou bien là, un service DHCP à destination des clients qui sont là. Le service DHCP devrait faire plusieurs choses, notamment donner une adresse IP, le masque, la passerelle, et l'adresse numéro 1 DNS qui serait celle-là, et l'adresse numéro 2 DNS qui serait celle-là. Mais également les noms de domaine, Pluton.local en premier pour eux, et Neptune.local en deuxième. Dans ce cas-là, on mettrait un deuxième serveur DHCP, soit ici, soit là, qui ferait pour le domaine Neptune, il donnerait les adresses IP sur ce réseau 172.30 au poste client, en informant que la passerelle est 172.30.0254, que le DNS préféré est 172.30.0250, que le DNS secondaire est 172.20.0250, et que le nom de domaine primaire est neptune.local, tandis qu'en deuxième nom de domaine, on indiquerait pluton.local. En faisant ça, vos postes clients n'ont plus à être configurés, il suffit de prendre un poste, de le brancher sur le réseau, il peut atteindre Pluton, il peut atteindre Neptune, qu'il y ait ou pas une panne sur un serveur, et il peut atteindre Internet. Et là, on aura terminé quelque chose d'assez représentatif. Voilà, donc moi je vous invite vivement à faire un maximum d'expérience, de prendre le temps de noter. C'est une opération qui doit vous prendre, à mon sens, plusieurs jours avant de pouvoir être certain de maîtriser tous les tenants et aboutissants. Là, je vais résumer les choses en quelques dizaines de minutes. On cumule, on est inférieur à 2 heures de travail. Mais il faut beaucoup plus que ça si vous n'étiez pas guidé pour le faire. C'est-à-dire que si vous aviez été en autodidactie totale, c'est-à-dire je retrousse les manches, je ne vais pas lire de tuto, j'essaye vraiment de me baser uniquement sur la doc fournie, et éventuellement quand je fais une recherche de doc sur les serveurs eux-mêmes, je vous dis bon courage, parce que c'est plusieurs jours de boulot pour comprendre comment ça marche, pour tester, parce que c'est comme ça que ça doit être fait si on veut vraiment le comprendre efficacement et durablement. C'est comme ça que on le fait lorsqu'on est en autodidactie absolue. Mais une fois que c'est fait, effectivement, on peut profiter de l'expérience des autres. C'est le cas qui nous intéresse. Moi, je vous fais profiter de mon expérience sur ces services pour aller assez vite, atteindre des objectifs. Mais rappelez-vous que rien ne vaut l'expérimentation pour la
acquérir enfin un certain niveau de maîtrise. Donc c'est mon conseil, après vous en faites ce que vous voulez. Maintenant, un challenge que je vous propose de tenter de réaliser tout seul, ça serait de rajouter un troisième domaine que vous brancheriez sur éventuellement un troisième routeur que vous raccordez au réseau bleu au milieu, c'est-à-dire ici, là, dans cette zone. Vous raccordez un troisième routeur avec un troisième domaine que vous appelez par exemple Jupiter.local et vous assurez une synchronisation absolue de tout cet ensemble par transfert de zone, routage et puis haute disponibilité. Vous prenez des postes clients, vous éteignez 2 serveurs, vous en laissez qu'un seul allumé, tout doit fonctionner.